À 21 ans, sans aucune expérience et avec pour seul conseil paternel de placer son argent plutôt que de le dépenser, Benjamin se lance dans son tout premier investissement immobilier. Alors un achat très improvisé à l'époque, il le reconnaît, mais 10 ans plus tard, il possède un patrimoine immobilier de 7 biens et il est même passé par l'acquisition d'un immeuble entier. Alors aujourd'hui, Benjamin, il a 32 ans et il va nous partager son parcours, mais surtout ses erreurs et toutes les leçons qu'il a tirées de cette série d'investissements. Alors c'est un témoignage très franc qui va interroger, est-ce que l'immobilier, c'est vraiment un revenu passif comme on l'entend parfois? Passion Immo, épisode 122, c'est parti. Bonjour à tous. Alors on entend très souvent parler d'investissement passif à propos de l'immobilier. Alors il y a un sous-entendu derrière l'investissement passif, c'est-à-dire que je fais rien et l'argent tombe régulièrement comme ça. Et puis ceux qui colportent ce type de raisonnement, bon, ils le font avec force détail, en général ils sont au bord de leur piscine, au soleil, etc. Bon, en gros, ils vous vendent du rêve. Est-ce que derrière ce rêve, il y a une réalité qui serait peut-être un petit peu moins intéressante, un peu moins attractive? Bah oui, sans doute. Moi, j'avoue que cette idée d'investissement passif, elle m'insupporte. Elle m'insupporte vraiment, tellement elle est contraire à la réalité. Je pense même que l'investissement immobilier, c'est sans doute l'un des plus complexes à appréhender. Celui qui demande le plus d'efforts émotionnels, parce que c'est pas simple, les problèmes peuvent pleuvoir. Alors l'idéal, pour essayer de démontrer si l'immobilier c'est un investissement passif ou pas, c'est d'interroger quelqu'un qui a les mains dans le cambouis. Et cette personne qui a les mains dans le cambouis, c'est Benjamin. Alors Benjamin, il va nous expliquer par le détail toute sa stratégie d'investissement depuis qu'il a démarré. On va voir que c'est pas si simple. Alors aucun regret chez lui, c'est-à-dire il va pas nous expliquer que si c'était à refaire, il ferait pas d'immobilier, mais simplement il va nous expliquer ça avec beaucoup de lucidité. Il va nous expliquer les difficultés auxquelles il a été confronté, les erreurs qu'il a pu commettre et qu'il ne referait pas. Voilà, donc avec lui, on va voir que l'immobilier c'est tout sauf un long fleuve tranquille. En tout cas, pas un investissement passif. Alors, qui est Benjamin? Benjamin, il a 32 ans, il est originaire de l'ouest de la France. Après son bac, il intègre l'armée de terre. Tout ça, c'était en 2013. Puis très vite, il va réaliser son premier achat immobilier. Il le fait en 2016. Alors, il commet des erreurs qu'il assume. Il revend son bien, mais il s'arrête pas là. C'est-à-dire, il poursuit sa stratégie d'investissement, notamment avec sa compagne. Il s'installe dans le Doubs à l'occasion d'une mutation et donc tous ces investissements, il va les réaliser cette fois dans l'Est de la France. Alors aujourd'hui, en 2025, il a quitté l'armée, il est en reconversion professionnelle. C'est comme ça que je l'ai rencontré puisque c'est l'un de mes étudiants en Master 2 gestion de patrimoine, donc c'est l'objet de sa reconversion. Et moi, j'ai toujours apprécié chez Benjamin son sérieux, son enthousiasme. Donc, bon, on va discuter un petit peu de tout ça et puis on va le voir. Benjamin, il s'exprime en toute liberté, avec beaucoup de lucidité. À mon avis, c'est ce qui rend l'entretien passionnant parce qu'il va reconnaître certaines erreurs et je trouve que c'est toujours passionnant de partager les erreurs que l'on peut commettre. C'est souvent très instructif. Alors, ma première question, comment, Benjamin, tu t'es intéressé à l'investissement immobilier? Eh ben en fait, c'est grâce à mon père. Arrivé sur mes 21 ans, donc 2 ans après m'être engagé dans l'armée de terre, mon père il m'a dit, bon, voilà, au lieu de mettre ton argent dans la fête et puis tout le reste, de profiter de la vie, tu vas acheter ton appartement. Donc, à Lui n'y 21 connaissait ans. pas à 21 ans, tout à fait, absolument. Ouais. Donc finalement, lui n'y connaissait pas grand-chose, mais je pense que c'était plus le côté voilà investissement, penser à soi pour plus tard.
Et Ouais. donc, j'ai acheté mon premier appartement en 2021 et c'est là où tout a commencé. D'accord. Ah oui, donc finalement, t'as un père qui n'était pas spécialement à la tête d'un petit patrimoine, et c'est lui Du qui tout. t'a engagé à le faire. C'est ça. D'accord. Donc, c'est Alors, lui qui m'a. ce premier appartement, c'était ton habitation principale ou non? C'était pour de la location? Pas du tout, c'était pour du locatif. Donc, ce premier appartement était situé juste à côté du Mans. D'accord. Et donc, j'ai pu découvrir bah, les joies dans toute sa splendeur de l'immobilier. D'accord. Alors, moi, il y a un truc là pour le coup qui m'intéresse parce que à 21 ans, est-ce qu'on est armé pour déjà aller voir la banque, obtenir un prêt, etc. Je suppose qu'à 21 ans, on n'a pas nécessairement un apport énorme pour investir. Comment également tu as choisi ce premier bien? Puisque si j'ai bien compris, ton père n'étant pas particulièrement impliqué en immobilier, bah tu te retrouves un petit peu tout seul. Je sais pas. Comment t'as géré ce premier investissement? Et ben, en fait, mon père m'a accompagné dans toutes les démarches de ce premier investissement. Comment je l'ai choisi? Ben, en fait, mon père habitait à côté du Mans, enfin à proximité de l'appartement, le premier appartement que j'ai acheté. Donc on connaissait un petit peu le secteur, mais en fait Hmm. j'avais aucune expérience dans le domaine de l'immobilier. Alors j'avais de l'apport parce qu'en fait quand j'ai commencé dans l'armée de terre, on était logé, nourri, blanchi. Eh oui. Euh, Hmm. donc en fait à l'époque je touchais quand j'ai commencé 1 270 € par mois. Et en fait j'en mettais à peu près 900 € de côté puisque j'avais pas le temps de dépenser pendant la période de formation. Hmm. Donc j'ai accumulé un capital assez rapidement qui m'a permis d'investir, en tout cas d'aller approcher les banques sans aucune difficulté par ailleurs, puisqu'en plus le statut de militaire, par extension fonctionnaire, Hmm. euh, permet quand même des grandes facilités pour l'obtention d'un prêt bancaire. Oui, ça inspirait confiance, j'imagine. La banque qui voyait ce jeune de 21 ans se pointer à la fois avec un apport personnel et en plus de ça, appartenant à un secteur quand même qui offrait toute sécurité sur le plan financier. Alors, Tout à fait. t'as choisi quoi? T'as acheté un petit appartement, un grand appartement? Comment tu l'as sélectionné? Comment on sélectionne finalement un bien quand on est complètement novice dans ce domaine? Et ben à l'époque, en fait, j'avais visité un appartement qu'on avait sélectionné avec mon père sur les plateformes d'annonces. Euh, et en fait, j'ai retenu celui qui me paraissait, en tout cas, qui me parlait le plus en termes personnels. Donc à l'époque, c'était un 60 mètres carrés, je crois, deux chambres, dans une copropriété plutôt bien entretenue et puis qui donnait sur le côté jardin. Donc en fait, moi je m'y suis projeté tout simplement comme si j'allais y habiter. Ah oui, d'accord, ça a été ta démarche. J'achète, c'est pas pour moi, mais finalement, je l'habiterai, j'aurai les mêmes critères de sélection. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que tu avais, je suppose que tu l'as maintenant, on va y venir, est-ce qu'à l'époque, tu avais une démarche également financière de calculer une rentabilité, ou est-ce que c'était un petit peu au fil du vent, si je peux m'exprimer ainsi? Je dirais même que c'était au doigt mouillé carrément. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'était même pas au Ouais, fil du vent, c'était au doigt mouillé. c'est ça. En fait, à l'époque, bah, mon prêt, mon loyer remboursait le prêt. Donc pour La moi, sur le papier, totalité? c'était, oui, tout à fait. Ah Donc pour oui, moi, sur le d'accord. papier, c'était une bonne opération, en tout cas Ah oui, dans une ouais, première approche. ouais. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps bah, que parfois l'autofinancement, en tout cas d'une manière théorique, eh ben, on l'atteignait pas toujours d'une manière, je dirais, faciale, quoi. C'est pas parce que les loyers couvrent le prêt qu'en fait on est tout à fait à l'autofinancement. Mm. Et sur ce premier bien, tu avais dû engager des travaux ou non? C'était relativement tranquille sur ce plan. Non, pas du tout. Il était préhabité. Bon, il y avait une petite cuisine, une petite kitchenette hein, qui payait pas de mine, mais ça suffisait largement en termes de prestations pour cet appartement. D'accord, ok. Alors, bah, on va s'intéresser justement. Tu l'as encore cet appartement ou tu l'as revendu? Non, alors je l'ai revendu en 2020. Donc acheté en 2016 et revendu oui, c'est ça, en 2016 et revendu en 2020. Mais pour quelle raison tu l'as revendu? En fait, je me suis rendu compte que ce bien immobilier-là me coûtait très cher en termes de charges, en charges annexes, hein. Donc là-dedans, taxe foncière à l'époque qui était de 900 € pour un loyer de 500, donc c'était pas énorme.
Enfin, en tout cas, la taxe Ah oui. foncière était énorme par rapport au loyer pratiqué. Ah oui. Ah bah oui, deux fois, oui. Euh, Ouais, ouais, tout à fait. ouais. 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 Plus les Mm. charges de copropriété hein, qui s'envolaient, Mm. plus l'imposition sur le revenu, plus les petits travaux de temps en temps, en tout cas, voilà, les travaux réguliers qu'il y avait à faire dans l'appartement pour l'entretenir. En fait, je me suis rendu compte Mm. que c'est un appartement qui me coûtait plus cher que ce qu'il me rapportait. D'accord. Et ça, tu ne l'avais pas anticipé au départ quand tu as fait ce choix. Pas du tout. Non, non, je me suis pas rendu compte en fait. On se rend pas compte hein, de toutes les charges qui sont annexes quand on achète un bien immobilier et qu'on est novice, hein. Mm. C'est qu'après, une fois qu'on a le nez dedans, on va dire, Ouais. euh, que voilà, ben, en fait, l'immobilier, c'est pas des choses à faire de manière, voilà, de manière aléatoire. D'accord. Donc là, finalement, tu es un peu critique sur la manière dont tu as opéré pour ton premier investissement. Ah bah oui, j'ai tout fait à l'envers. Ouais, d'accord, tu as tout fait à l'envers. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu ne referais pas qu'est-ce que tu n'as pas refait ensuite que tu avais fait pour ce premier investissement? Que- les, 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 les erreurs que tu as commises, j'imagine, tu les identifies à quel niveau? Si tu as revendu aussi vite, c'est que tu penses que tu avais commis des erreurs dans ce choix initial. Ouais. Ce que je referais plus aujourd'hui, ou en tout cas ce que je fais aujourd'hui plutôt pour le coup, c'est que j'étudierai, enfin j'étudie maintenant toutes les charges hein, qui peuvent incomber au-delà de la charge financière, parce que c'est quand même une grosse partie hein, enfin, la partie variable de l'immobilier, c'est les charges financières qui sont adossées, enfin les charges qui sont adossées en plus de la partie financière. Donc ça c'est impératif hein, de bien Hmm. étudier les charges. Euh, je rachèterai plus en copropriété. Euh, pour Ah moi, c'est oui. Alors, je suis pas tout à fait. Je vais nuancer un peu. ouais. J'achèterai plus dans des grosses copropriétés où les charges sont pas du tout maîtrisées. Je vais être un peu nuancé parce que on peut trouver pour le coup des très belles affaires dans des petites copropriétés qui sont gérées de manière aussi, alors pour le coup de manière bénévole. Je suis plutôt fan de ces choses-là parce que pour le coup j'ai aussi géré là où j'habite actuellement dans l'appartement, j'ai été président du syndic bénévole. Et en fait, quand on est bénévole de son propre syndic, on maîtrise ses charges, on a un visuel sur ce qu'on fait, et c'est plus facile, je trouve, pour anticiper la suite sur les gros D'accord. travaux. Ok. Alors moi, ouais, c'est un peu pour apporter la contradiction, hein, gentiment. Sincèrement, dans des copropriétés gérées par un syndic bénévole, j'ai vu parfois du grand n'importe quoi aussi, Ouais. hein. C'est pas Oui. gage de qualité de gestion. Je vais donner un exemple, hein, comme ça, une petite copropriété sur Dijon, voilà, qui était composée de 4 maisons. Ben, quand il s'est agi que l'un d'entre eux revende sa maison, ben, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucun PV d'AG. Le plus vieux, le plus récent devait dater d'il y a 6 ans. Il y en avait jamais eu depuis. Et comme il faut fournir 3 PV d'AG quand tu signes ton avant-contrat, eh ben ça a posé un problème. Et ainsi de Mhm. suite. Il y avait tout un truc. Et eux, leur AG, c'était un apéro, plus ou moins au printemps, etc. Alors ils picolaient, je pense, voilà, ils rigolaient, mais ils faisaient pas trop de PV d'AG. Alors tu vois, après évidemment, je donne un exemple caricatural, mais le syndic bénévole, il peut aussi réveiller des mauvaises Oui, surprises quand même, hein. Donc tout à d'accord. fait. Le deuxième, hein, alors on va pas tous les passer en vue, mais moi ça m'intéresse parce qu'après tout, tu aurais très bien pu être déçu, presque dégoûté de ce premier investissement, te dire bah oui finalement ça ne m'a pas apporté autant que j'imaginais, t'aurais pu jeter l'éponge. Bon, finalement, non. Alors, qu'est-ce qui fait que t'es allé sur autre chose ensuite? Et ben en fait, avec ce premier appartement, je me suis posé la question, mais comment font les gens pour vivre de l'immobilier? Pour moi, c'était inatteignable avec typiquement le premier investissement que j'avais fait. Et donc, je me suis intéressé gentiment à l'investissement locatif, mais un petit peu plus poussé. Puis, c'était aussi à la mode des formations en ligne. Hmm, Euh, et donc, naturellement, hein, ces formations en ligne-là vendaient les immeubles de rapport un petit peu comme le Graal de l'immobilier. Et donc, j'ai trouvé mon premier immeuble en 2019, de 3 appartements en Haute-Saône, que j'ai encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Alors là, on parle Un immeuble. là, on parle d'un immeuble, hein. Tout à fait, oui, c'est ça. J'ai acheté un immeuble de 3 lots. D'accord. Donc un immeuble de 3 lots. Alors là, on peut dire que tu sautes le pas quand même, hein, parce qu'on était sur un appartement de 60 mètres carrés et tu passes carrément à acheter un immeuble de 3 lots. Alors là, maintenant, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui fait que tu es allé directement sur cet immeuble de 3 lots, qui est quand même plus compliqué? Et ben en fait, à l'époque, je suis passé par une structure de chasseurs d'immeubles qui s'appelait Projet Locatif, qui m'ont accompagné pour l'achat de ce premier immeuble. Donc c'était eux qui s'étaient occupés de trouver le bien. Hmm. Et puis en fait, moi, je l'ai tout simplement sélectionné sur une base de chiffres, hein, tout simplement. C'était un immeuble qui sur le papier rapportait quand même à l'époque 1 600 € de loyer. Et je crois que le prêt, on avait simulé le prêt, on était aux alentours des 900 € de prêt immobilier. Donc pour D'accord. moi, ça cochait les cases. Ah oui. Euh, Alors, 1 600 € pour les 3 loyers. 3 loyers. Alors, je le dis pour ceux qui nous écoutent ou qui écouteront en replay par la suite, on est dans une région de France où les loyers sont relativement modérés, hein, parce que ça peut étonner certains. 3 loyers, 1 600 €, oui, c'est logique, hein. Alors, t'achètes cet immeuble avec ces 3 lots. Donc là, je suppose qu'il y a pas. Quand tu l'achètes, il y a un syndic ou pas du tout? Comment les choses sont organisées sur le plan juridique? alors pas du tout. Pour le coup, c'était une monopropriété. Ah, d'accord. Hmm. Et donc j'ai racheté l'intégralité de l'immeuble. Ok. Et là, alors là, quelle précaution tu as prise? Puisque, on le rappelle, le premier achat, bon, tu l'avais fait un peu au doigt mouillé, c'est ton expression. Donc, voilà, tu peux l'assumer. Alors là, est-ce que tu achètes au doigt mouillé cette fois? Quelle stratégie t'adoptes à ce moment-là pour acheter cet immeuble? Alors, les précautions que j'ai prises, alors pour le coup, j'étais relativement bien accompagné, parce qu'en tant que militaire, je gagnais quand même plutôt bien ma vie, avec une fiscalité qui était plutôt haute à l'époque. Et donc, au vu des loyers qui étaient générés, hein, ça faisait quasiment 20 000 € par an de loyer, donc c'était énorme, de revenus fonciers. Hmm. Et donc, j'ai créé tout de suite une société civile immobilière qui était imposée sur les sociétés. Donc, tu crées une SCI imposée à l'impôt sur les sociétés. Tout à fait. D'accord, ok. Ça, on va peut-être y revenir après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être le choix de l'immeuble sur le plan technique. Comment tu le choisis, de quelle manière et comment tu t'entoures? Est-ce que tu prends des précautions? Est-ce que tu te fais accompagner, je sais pas moi, d'un technicien, peut-être du bâtiment qui vient t'aider? Ça m'intéresse un petit peu ce choix parce que ce qui m'intéresse en fait ici, c'est un peu le saut que tu réalises, hein, de passer d'un appartement de 60 mètres carrés à un immeuble. Alors pour le premier bien, à vrai dire, enfin pour mes meubles, pardon, euh, je me suis pas forcément fait accompagner sur la partie technique. Et d'ailleurs, je le paye aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est au fur et à mesure des années, hein, j'ai sorti énormément de trésorerie pour pallier tous les travaux qu'il y avait à faire au fur et à mesure liés à cet immeuble qui date depuis, qui a été rénové il y avait largement plus de 10 ans. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu les premiers soucis. Et je me suis pas fait assez accompagner au départ pour pouvoir les voir en avance de phase. D'accord. Tu l'as acheté combien? Pour qu'on soit vraiment concret, tu vois, dans le Alors, à l'époque, je l'avais acheté frais de notaire compris 170 000 €. 170 000 €. Et j'ai emprunté sur 25 ans à l'époque. T'as emprunté sur 20. Ouais, Ouais. c'était Et open bar donc, à l'époque, hein. ah oui, bah tout à fait. Oui, parce qu'on est en quelle année à ce moment-là? On À peu est près, hein. on est en 2019. Alors, je dis des bêtises, j'avais emprunté sur 20 ans, puisqu'à l'époque, la norme c'était 15, à peu près, hein. Hmm. Les prêts se faisaient sur 15 ans, et à l'époque, je l'avais eu sur du 20 ans, D'accord, ok. celui-ci. Avec donc 900 € de remboursement de prêt, hein, si j'ai bien Tout à compris, fait. par mois, Oui, et 1 600 € de loyer encaissé. tout à fait. Et Voilà. à l'époque aussi, j'ai pris une précaution. J'avais fait un différé pendant un an.
Mmh. de manière à accumuler de la trésorerie pour me faire un fonds de roulement au départ. D'accord. À partir de quel moment, parce que tu parles de travaux qui viennent à un moment donné et que tu parles même de, pas d'erreur, mais en tout cas, voilà, que c'est un immeuble qui a peut-être pas donné la satisfaction que tu souhaitais. À partir de quel moment il y a des travaux qui commencent à arriver et que tu soupçonnais pas? Et ben, les premiers travaux que j'ai pas vu arriver, c'est les 3 chaudières gaz pendant l'hiver, premier hiver. Donc, qui faisaient souvent des erreurs, hein, les chaudières, elles se mettaient en défaut. Euh, donc, au départ, les locataires arrivaient à les faire fonctionner, à les faire retourner sans Mmh. aucun problème. Et puis, au fur et à mesure, impossible de les faire fonctionner au fur et à mesure des hivers. Donc, en fait, j'ai changé en urgence la première fois tout un système gaz par un système électrique, parce que c'était en plein hiver, j'avais pas le choix. Fallait que ça aille vite. Les artisans sur la partie gaz n'étaient pas forcément disponibles. Mmh. Donc, j'ai tout fait remplacer par de l'électrique. D'accord. Ça te coûte Et combien? ensuite, Ça te coûte combien quand tu fais cette opération-là? alors, je crois qu'à l'époque, la partie électrique, chauffage électrique que j'ai fait installer, ça a dû me coûter 7 000 € entre la plomberie, 7 le 000 ballon d'eau euros. chaude. Ouais, Ouais, ouais. Alors, ouais, ouais. pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi. Quand on dit parfois, oui, investissez en immobilier, etc., ça montre bien qu'il faut un peu de trésorerie quand même. Parce que si les 7 Oui, 000 euros, tu absolument. les avais pas eus à ce moment-là, t'aurais été un petit peu embêté, je suppose. Ah, absolument. Oui, oui, heureusement que j'avais la trésorerie. J'aurais pas pu faire face autrement, sinon. Hum, Impossible. ouais. Alors, est-ce que tu conseilles à quelqu'un de s'embarquer dans une aventure immobilière sans trésorerie? C'est très risqué. Moi, je le conseille pas parce on n'est pas du tout, on n'a pas de boule de cristal. On sait pas ce qui va arriver. Ouais. Euh, Moi, les chaudières gaz, je les avais pas vues arriver, hein. Puis j'en ai changé 2 l'année d'après, d'un coup. Donc ça m'avait asséché la trésorerie. J'ai eu une fuite aussi sur la toiture de l'immeuble. Donc du coup, j'ai fait changer un Velux plus une révision de la toiture complète, hein, qui m'a coûté 10 000 € à l'époque. Donc bon an, mal an, cote mal taillée, j'ai dû sortir à peu près depuis 50 000 € de trésorerie pour cet immeuble, Mhm. entre les différents dépannages et puis les différents gros chantiers, hein, notamment les chaudières, plus la toiture. Ouais. Donc, ils viennent s'ajouter au prêt initial, hein, si on raisonne comme ça. Mais cela dit, ce bien, tu l'as encore. Oui, Alors moi, je vais poser une question directe. Si c'était à refaire, tu le rachèterais ou pas? alors je le rachèterai, effectivement, parce que c'est un Ouais. bien qui est en très bon état, hein, pour le coup, qui est en très bon état. Par contre, j'aurais fait une offre bien inférieure compte tenu des soucis que j'ai eus à l'époque. Et est-ce que tu crois que ces soucis-là étaient prévisibles quelque part s'il y avait eu un examen plus attentif de l'ensemble, ou est-ce que ça fait partie, bon, ben, un petit peu des aléas qui sont pas toujours évidents à envisager? Alors, je pense qu'avec un peu de préparation et puis un peu de conseil, je pense que ces sujets-là sont prévisibles. Euh, voilà, on sait que au bout allez, entre 15 et 20 ans, une chaudière commence à peiner un peu, hein, si elle est de mauvaise qualité. Euh, voilà, on commence à avoir les premiers soucis. La toiture, il aurait fallu que je demande à l'époque quand est-ce qu'avait été faite la dernière révision de la toiture. Ça m'aurait déjà indiqué, ça m'aurait déjà permis d'avoir un ordre d'idée. Euh, oui, donc en fait, en étant accompagné avec des professionnels du secteur, oui, je pense que j'aurais pu les identifier bien avant. Hmm. Alors, est-ce que ça veut dire que tu mets cet achat de cet immeuble de 3 lots dans l'ensemble un petit peu phase d'apprentissage? Finalement, je suis toujours dans ma phase d'apprentissage de l'investissement immobilier et il y a encore des choses que j'ai faites à cette époque que je referais peut-être pas aujourd'hui. Ou est-ce que j'exagère en disant ça? Non, c'est ça, j'étais encore dans la phase d'apprentissage, hein. Je suis juste un petit peu monté en gamme en termes de, voilà, acheter 3 d'un coup, ça paraît impressionnant, mais au final, c'est pas si impressionnant que ça, Hum, euh, parce que c'est le même travail en fait, hein. En acheter un hum, ou d'acheter un lot complet. Et oui, j'étais encore dans ma phase d'apprentissage parce que sur le premier appartement que j'ai acheté, j'avais pas du tout de travaux. hum, C'était pas un sujet. hum, La copropriété était relativement récente.
Et pour le coup, cet immeuble, le deuxième que j'ai acheté, enfin, l'immeuble que j'ai acheté, le premier, était beaucoup plus ancien. Et j'ai pas anticipé du tout la partie travaux. En tout cas, pas suffisamment. Voilà. Pas suffisamment, oui, tout à fait. Voilà, voilà. Mais cela dit, même si tu relativises quand même, parce que si tu dis que malgré les 50 000 euros de travaux que tu as dû ajouter, l'opération, elle n'est pas non plus à jeter, c'est que finalement, tu t'y retrouves au final. Oui, oui, bah, en fait, dans la mesure où aujourd'hui, c'est très compliqué de faire de se retrouver flat entre la charge financière et les loyers, c'est extrêmement compliqué. Là, c'est un immeuble, je crois, qui doit faire à peu près 12% brut avec la revalorisation des loyers aujourd'hui. Donc, c'est des rentabilités qui sont pas du tout mauvaises, hein, loin de là. Et puis Ah bah finalement, non, c'est un immeuble qui s'amortit tout seul. C'est un immeuble qui s'amortit tout seul au fur et à mesure des années et qui tourne tout seul. Donc, d'accord. Ouais. mis à Ouais, part la parce que si partie tu... suivi de travaux, Pardon. oui, Non, non, excuse-moi, je te coupais la parole. Oui, tu dis que tu as 12% de rentabilité brute. Une fois que ton impôt est payé, t'as une rentabilité net de combien? À peu près, hein. je saurais pas dire, mais il faudra peut-être enlever entre tous les travaux mis bout à bout, plus la fiscalité. Alors je suis à l'IS, hein, donc je paye Hmm. pas, pas d'impôt pour l'instant, puisque c'est un immeuble qui s'amortit encore, hein, notamment avec la charge, les travaux qu'il y a eu. C'est l'avantage pour le coup d'être à l'impôt sur les sociétés. On doit tomber sur du 8-9, une fois toutes les charges. Alors moi, il y a une autre dimension qui m'intéresse, hein, toujours dans cette phase d'apprentissage, parce que le thème, voilà, le thème de la discussion, c'est l'immobilier est-il un revenu passif? Alors, est-ce que quand on achète comme ça un immeuble avec trois lots, est-ce qu'on attend patiemment dans son lit le soir que l'argent coule à flot sans lever le petit doigt? Parce que c'est parfois ce que nous vendent certains dans des formations où ils nous disent qu'on va être rentier quasiment en 2, 3 ans et puis qu'après, on va se dorer la pilule au bord d'une piscine. Est-ce que tu as vécu ce moment, je me dors la pilule au bord d'une piscine, où finalement c'est un peu plus compliqué que ça? Pas du tout. Alors, j'ai repris un peu les définitions du terme, enfin, j'ai regardé la définition du terme revenu passif, hein, pour être sûr de savoir de quoi on parlait exactement. Et le terme revenu passif, c'est bénéficier de revenus sans faire d'efforts particuliers. C'est ça, Attendre que ça vienne, en fait. Eh c'est ça. ben, en tout cas, de mon expérience, ça n'a pas été du tout le cas. Parce que je vous cache pas que je suis, moi, l'immobilier me stresse tous les jours. En fait, j'attends la prochaine tuile, j'attends la prochaine panne, voilà. Je pense que quand c'est un revenu passif, il est passif par nature quand au niveau mental, il nous occupe pas. Voilà. Mais je suis Moi, je suis entièrement d'accord préoccupé, avec toi. Ouais. je suis préoccupé quotidiennement par l'immobilier. Pas plus tard que vendredi, début de semaine, pardon, je suis allé régler un problème de fuite à 20h30. Hum, Dimanche, il y a 2 semaines, j'ai un locataire qui a eu un dégât des eaux. Voilà. hum, hum. Pour moi, un revenu passif, il est passif quand il nous occupe pas mentalement. Voilà. C'est ça. Donc, est-ce que l'immobilier, c'est un revenu passif? Mais pas du tout. Je pense que tous ceux qui ont goûté quelque part à l'investissement immobilier savent très bien ce qu'est la réalité. Est-ce que tu peux décrire cette histoire-là de ton DPE et des travaux que tu as pu faire? Il me semble que tu es passé en électrique, il me semble, hein, dans le... Tout à fait. Ouais, Ouais. c'est ça. Mm. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque où j'ai acheté l'immeuble, était tenu compte dans les diagnostics performance énergétique la consommation du ménage. En fait, ces DPE n'étaient pas du tout représentatifs de la performance énergétique des biens immobiliers. Mm. Et puis, quand j'ai passé cet immeuble en électrique, il n'y avait pas encore la loi climat résilience qui était dans les tuyaux. Mm. Euh, et donc, j'ai pas pu anticiper ce point. Ce point. Euh, et donc, en refaisant le DPE, l'électricité étant aujourd'hui beaucoup plus pénalisée que le reste des modes de chauffage, eh ben, je me suis retrouvé avec un diagnostic qui est tombé en G. Alors, c'est très subjectif le diagnostic performance énergétique parce que vous allez pouvoir en faire un, deux ou trois, vous n'aurez même pas la même lettre. Mm. Mm. Euh, donc j'ai décidé là cette semaine, hein, de refaire faire un diagnostic performance énergétique par un autre diagnostiqueur parce qu'en fouillant dans la partie technique de ce DPE, je me suis aperçu qu'il y avait des erreurs et des grosses coquilles de la part du diagnostiqueur.
Et donc j'ai voulu faire une contre-expertise pour être sûr que cet appartement soit réellement en G. Donc, si je synthétise l'histoire, tu avais ce bien qui était à la location, tu fais le DPE en G, donc interdiction de location. Hmm. Voilà, interdiction de location. Comme à ce moment-là, tu es en train de changer de locataire, tu peux plus louer puisque tu n'es plus dans la perspective. Un locataire qui sera en place, tu le continues en fait, même si le DPE est classé en G. Et donc tu refais un nouveau DPE en espérant qu'il ne soit pas classé G, je suppose. Absolument, oui, oui. Oui. Oui, parce que j'ai repéré en fait des grosses coquilles dans le diagnostic performance énergétique, notamment dans le choix dans le choix des matériaux, voilà, dans ces petits points de détail qui fait qu'en fait cet appartement il est passé en G, alors qu'à mon sens ça me paraît le gap entre D et G était énorme, était énorme. D'accord. Donc finalement, sans citer personne évidemment, tu es un peu en train de remettre en cause le travail du diagnostiqueur qui t'a passé ton DPE en G. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord, ouais. Toujours est-il que, si je suis bien un peu l'histoire, après tu me dis si je me trompe, ça veut dire que dans l'attente, t'as pas de locataire dans cet appartement. Non, j'ai plus de locataire. Non, non, Ouais, voilà. il est Donc, vide. ok. Donc tu es dans l'attente de ce DPE avant de pouvoir le relouer. Ouais. Et l'évolution de la réglementation sur le DPE ne va pas être plus favorable au chauffage électrique? A priori, au 1er janvier, donc le coefficient pour la partie électrique diminue, hein, Ah, passe c'est de ça, oui. 2,3 à 1,9. Ouais. Ouais. À 1,9. Bon, je suis pas sûr que ça le fasse sortir de la passoire énergétique. Ouais. Et quoi qu'il en soit, je pense que de toute manière, il y aura à terme des travaux à faire, hein, puisque il y aura des paliers successifs sur les années hein, qui interdiront les, les biens à la location entre eux et G. Ouais, mais plus tard. Là, on n'y est pas encore, hein. Beaucoup plus tard, mais Ouais. c'est dans la partie, dans la vision long terme, hein, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Ça va être encore des coûts à engager financièrement. Eh bien, cet épisode est terminé. Alors, normalement, la discussion se poursuivait notamment sur la question des sociétés civiles immobilières, parce que Benjamin nous explique dans le courant de la discussion pourquoi il a fait le choix d'une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. On décortique tout ça. C'est assez passionnant, mais bon, j'ai dû couper pour des raisons de durée d'épisode. En podcast, bon voilà, plus d'une heure d'épisode, je pense que ça aurait fait un peu long. Mais si vous voulez écouter ou voir l'intégralité du live, il est présent sur YouTube en replay. C'est 1 heure d'échange, un petit peu plus d'1 heure d'échange que j'ai trouvé assez passionnant avec Benjamin. Donc si vous voulez approfondir cette question de la SCI, n'hésitez pas. J'ai mis les liens de ce replay dans les notes de l'épisode. Voilà. Bon, comme d'habitude, il est possible de me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn. Vous pouvez me poser des questions relatives au sujet qu'on vient de traiter ou sur d'autres sujets qui concernent l'investissement immobilier. Quand je peux, j'y réponds. Voilà. Donc, ce sujet, je vous rappelle que tous les jeudis soirs, désormais, j'organise un live sur Twitch, YouTube et LinkedIn, donc qui est retransmis en direct comme son nom l'indique. Vous pouvez réagir, me poser des questions, ou poser des questions aux invités en direct. Voilà. Donc un live IMO tous les jeudis soirs à 20h30 sur l'actualité immobilière. Parfois je traite un sujet particulier ou alors j'ai un ou plusieurs invités. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.